Pendant que la CIA montait des prisons secrètes et testait la torture au nom de la guerre contre le terrorisme, un de ses propres agents a fini par briser l'omerta. Comment John Kiriakou est-il devenu l'homme que l'Amérique a préféré envoyer en prison plutôt que ceux qui ont orchestré ce programme? Dans la chaleur moite d'un été américain, le 9 août 1964, dans la petite ville ouvrière de Sharon, en Pennsylvanie, un enfant naît sans savoir que son nom bientôt se mêle aux ombres des empires. John C. Kiriakou pousse son premier cri au milieu des usines et des maisons basses, loin des palais de Washington, loin des cartes secrètes où des mains lentes tracent les lignes de la puissance. Les odeurs de métal, de sueur, de pluie sur le bitume forment son premier horizon. Rien n'annonce encore que son destin, un jour, s'enchevêtre avec celui de la Central Intelligence Agency et avec la nuit la plus froide de l'Amérique. Les années passent. Le jeune John étudie, lit, observe le monde qui s'embrase à la télévision. Il regarde les nouvelles du soir comme d'autres regardent un oracle. Les noms de pays étrangers résonnent comme des promesses. Iran, Irak, Liban, Syrie. Il choisit les sciences politiques à l'Ohio State University. Il enchaîne avec la diplomatie à la George Washington University, au plus près du cœur battant de la capitale fédérale. Il croit aux États-Unis comme à une idée. Il croit au service, au devoir, à cette foi laïque qui habite ceux qui pensent que l'histoire se plie à la volonté des hommes. En 1990, les portes de la CIA s'ouvrent devant lui. Derrière les grillages, derrière les bâtiments gris de l'Anglais, en Virginie, un autre monde commence. Les couloirs sont silencieux, les badges claquent contre les poitrines, les portes se referment avec un bruit mat. On ne parle pas fort, on n'écrit pas tout. On apprend d'abord à se taire. John entre comme analyste dans la Directorate of Intelligence. Il lit des rapports, des télégrammes, des transcriptions. Des montagnes de papier et d'écrans verts. Il se spécialise sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Jour après jour, il décrypte les mots d'hommes qu'il ne verra jamais, les discours de dirigeants, les rumeurs de coups d'État, les chuchotements d'ambassades. Le monde arabe se déploie devant lui, non comme une carte de tourisme, mais comme un champ de force. Odeur de pétrole, poussière des déserts, colère des foules filmées grain par grain. Il ne voit pas ces lieux, mais il les porte déjà en lui. Peu à peu, les analyses ne suffisent plus. Le désir de terrain le travaille. La CIA le fait passer de l'ombre assise à l'ombre mouvante. Il quitte la Directorate of Intelligence pour entrer dans la Directorate of Operations, le service des opérations clandestines. Là, les mots ne servent plus seulement à comprendre, mais à agir. On lui apprend les règles non écrites, les rencontres discrètes, les légendes d'emprunt. On lui donne une identité de rechange comme on donne une arme. Dans les années 1990, son horizon se déplace vers la Méditerranée. Il est affecté au poste de la CIA à Athènes, officiellement sous couverture diplomatique. La Grèce l'accueille avec ses odeurs de mer, de café brûlé, de gaz d'échappement. Le soleil tape sur la pierre blanche des immeubles, les motos filent comme des flèches dans les rues encombrées. Derrière les vitres teintées d'une ambassade américaine, John apprend un autre rythme. Il fréquente les ruelles où l'on parle bas, les cafés où les rendez-vous se font en apparence par hasard. Sa vie double devient sa seule vie. Puis vient le retour à l'emblai. Les années basculent vers un nouveau siècle. Autour de lui, les bureaux bourdonnent de conversations feutrées sur Al-Qaïda, sur Oussama Ben Laden, sur des camps d'entraînement disséminés comme des blessures ouvertes dans les montagnes. En 2001, au moment où le monde retient son souffle sans le savoir, John occupe une fonction d'officier de la CIA plongé dans les questions de contre-terrorisme et du Moyen-Orient. Il regarde un ennemi se dresser dans les dossiers, dans les satellites, dans les échanges interceptés. L'orage approche, mais personne ne sait encore à quel point il déchirera le ciel. Le 11 septembre 2001,
le matin se lève sur l'Amérique avec la légèreté trompeuse des jours sans histoire. Le ciel est clair au-dessus de New York. À l'anglais, les écrans habituels, les cafés brûlants, les visages concentrés. Puis, soudain, la nouvelle arrive, brutale, hachée. Un avion heurte une tour du World Trade Center. Puis un deuxième. Un troisième frappe le Pentagone, à quelques dizaines de kilomètres seulement de l'Anglais. Un quatrième s'écrase dans un champ de Pennsylvanie, non loin des terres où John a grandi. Les chiffres tombent comme des pierres. 19 membres d'Al-Qaïda détournent 4 avions de ligne. Les images de flammes et de fumée emplissent les écrans. Les tours s'effondrent. Le béton, le verre, la chair se mêlent en une seule poussière mortelle. Près de 3000 morts. Les sirènes hurlent, les corps fuient, les téléphones sonnent sans réponse. Le 18 septembre 2001, le Congrès adopte l'Authorization for Use of Military Force. Une phrase clé se grave dans le marbre de la loi. Les États-Unis peuvent utiliser la force contre ceux qui ont planifié, autorisé, commis ou aidé les attaques. Cette autorisation, large, souple, devient une épée juridique tendue à l'exécutif. 2 jours plus tard, le 20 septembre, George W. Bush se tient devant le Congrès. Dans la salle, le silence est lourd comme du plomb. Il parle de guerre contre le terrorisme. Il promet que ceux qui ont frappé l'Amérique et ceux qui les ont protégés ne trouveront plus de refuge. Alors, la CIA change de taille, de rôle, de visage. Le Counter-Terrorism Center s'étend comme une marée. Des bureaux se remplissent, des équipes se créent. L'urgence devient la seule loi. À l'anglais, on donne le feu vert à des missions que l'agence, jusque-là, n'assumait pas à cette échelle. Capturer, détenir, interroger. Faire tout cela en dehors des procédures judiciaires ordinaires. L'ennemi, dit-on, ne respecte aucune règle. Faut-il lui répondre avec les mêmes armes, ou pire encore? Au sommet, le directeur George Tenet porte cette nouvelle armure. Dans les salles closes où se réunissent les plus hauts responsables, une conviction s'installe. Il faut empêcher la prochaine attaque, quel qu'en soit le prix. Les cartes se déploient sur les tables. Afghanistan, Pakistan, Corne de l'Afrique, Balkans, Moyen-Orient. Les frontières politiques se dissolvent. Il ne reste que des points rouges, des noms, des filières. Et la peur constante d'un autre 11 septembre, plus vaste, plus meurtrier. Peu à peu, une idée prend forme dans les discussions. Ne plus seulement livrer les prisonniers aux armées régulières, ne plus se contenter de Guantanamo, où le regard du monde commence déjà à se poser. Créer autre chose, des lieux qui n'existent pas, des prisons sans nom sur les cartes officielles, des black sites. Des pays entrent en jeu, loin de leurs opinions publiques. En Pologne, en Roumanie, en Lituanie, en Thaïlande, en Afghanistan. D'autres lieux encore, insérés dans la trame discrète des accords secrets. Là-bas, derrière des grillages anonymes, derrière des murs neutres, la CIA prépare des espaces où la loi ne pénètre qu'avec un masque déformé. Les avions atterrissent la nuit. Les fenêtres restent fermées. On ne laisse pas de traces visibles, mais l'odeur de kérosène et de sueur, elle, colle au mur. Pour donner un cadre à ce basculement, l'administration ne se contente pas de la colère. Elle cherche des mots de loi. Au Department of Justice, dans l'Office of Legal Counsel, des juristes comme John Yoo écrivent des mémos, que signe J.S. Bybee en août 2002. Ils redéfinissent la torture avec une précision glacée. Pour qu'un acte soit considéré comme tel, il faudrait qu'il provoque une douleur équivalente à celle de la défaillance d'un organe, ou la mort. Tout ce qui se situe en deçà pourrait être admis, encadré, justifié. Ainsi naît l'expression qui bientôt marquera l'époque. Technique d'interrogatoire renforcée.
Ces mémos se glissent dans les mains des responsables de la CIA comme des amulettes juridiques. Ils promettent un bouclier. Si les agents suivent ces lignes, ils ne seront pas poursuivis. Les ordres, eux, viennent d'en haut. George Tenet, les hauts responsables du renseignement, des membres sélectionnés du Congrès, le Gang of Eight, sont, chacun à leur niveau, informés, briefés, engagés dans la chaîne de décision. Certains protestent en silence, d'autres acquiescent, d'autres encore choisissent de ne pas trop savoir. Mais la machine se met en marche. Dans ce nouvel échiquier sombre apparaît un nom qui bientôt hantera les documents. Zayn al-Abidine Mohamed Hussein. Le monde le connaîtra sous un autre nom, Abu Zubaydah. Pour l'administration Bush, il devient, au printemps 2002, la proie la plus précieuse. On le présente comme un haut responsable d'Al-Qaïda, un cerveau de l'ombre. La réalité, plus tard, se montrera plus complexe. Mais pour l'heure, la fièvre de la traque bat au plus fort. Au Pakistan, dans la ville de Faisalabad, une opération se prépare. Dans la nuit du 28 mars 2002, des équipes de la CIA et des services pakistanais se mettent en place. Les rues sont chargées d'odeurs de poussière, de carburant, de nourriture épicée. Les chiens aboient au loin. Les lumières vacillent. Dans l'ombre, John Kiriakou est là, chef d'une équipe de la CIA. Les règles du clandestin s'allient à l'urgence de la guerre. Localiser, encercler, frapper vite. Le raid commence. Les coups de botte sur les portes, les cris, les ordres fusent. Le temps se brise en éclats. Fracas du bois, écho des armes, gémissements. Abu Zubaydah est grièvement blessé. Du sang coule sur le sol, se mélange à la poussière, imprègne les tapis. Le visage crispé, les yeux écarquillés, il est capturé vivant. Pour la CIA, c'est un triomphe. On l'arrache à la nuit pakistanaise pour l'entraîner dans une autre nuit, bien plus froide. John, lui, a rempli sa part de la mission. Il a participé à la chasse au moment de l'arrestation. Mais ce qui vient après échappe à sa présence physique. Très vite, on transfère Abu Zubaydah vers un site secret de la CIA en Thaïlande. Là-bas, derrière des murs lisses, une nouvelle ère de l'interrogatoire commence. John rentre à l'anglais, laissant derrière lui ce prisonnier dont le nom, bientôt, deviendra synonyme de souffrance. Pour l'agence, Abu Zubaydah est un trésor sombre. Sur lui se projettent toutes les peurs d'attentats imminents. C'est pour lui, et pour ceux qui suivront, que les mémos de l'OLC ont été conçus. Mais la CIA n'agit pas seule. Elle se tourne vers un autre monde, celui des psychologues militaires. James Mitchell, Bruce Jessen, ancien psychologue de l'US Air Force, spécialiste du programme SERE, Survival, Évasion, Résistance and Escape. Dans les bases américaines, ce programme enseigne aux soldats comment résister si jamais ils tombent entre les mains d'un ennemi prêt à tout. Ironie tragique, les techniques conçues pour protéger deviendront les modèles d'un nouveau système d'interrogatoire offensif. Mitchell et Jessen reçoivent la mission de créer, pour la CIA, un protocole de bris de résistance. Ils parlent de stress contrôlé, de pression psychologique, de désorientation. Ils traduisent ces mots en gestes précis. Le waterboarding, simulacre de noyade, entre dans ce catalogue. On incline le détenu, on couvre son visage, on verse l'eau, on laisse le corps croire à la mort imminente. Les positions de stress forcent les muscles à crier sans répit. La privation de sommeil s'étire jusqu'à 180 heures, au-delà des limites de l'esprit. On enferme l'homme dans des caissons étroits, parfois avec des insectes si ses peurs le dictent. On impose la nudité, le froid, les gifles, le walling, ce geste brutal qui propulse le corps contre un mur flexible, conçu pour frapper sans laisser trop de traces visibles. En août 2002, en Thaïlande, ces techniques basculent du papier à la chair. Sur Abu Zubaydah, pour la première fois,
La CIA utilise le waterboarding. L'eau ruisselle, pénètre le nez, la gorge, déclenche le réflexe panique. La pièce sent la peur, le chlore, la sueur acide. Des mains tiennent, des yeux observent, des stylos notent. Ce qui se déroule là reste top secret, mais la mémoire des murs garde tout. John Kiriakou, lui, n'est pas dans cette pièce. Il n'assiste pas à ces séances. Plus tard, il affirmera encore et encore qu'il n'a pas participé aux interrogatoires. Il est rentré à l'Anglais, il a poursuivi d'autres tâches. Son nom ne figure pas dans la liste de ceux qui infligent directement ces traitements. Pourtant, son destin reste lié à ce qui se passe en Thaïlande. Car un jour, bien plus tard, c'est lui qui parlera. En 2004, après plus d'une décennie à servir dans l'ombre, John quitte la CIA. Il démissionne. Sa vie, théoriquement, redevient celle d'un civil. Consultant en sécurité, employé du secteur privé. Mais personne ne sort vraiment de l'anglais. Les secrets collent à la peau. Les obligations de confidentialité l'entourent comme une invisible barrière. Entre 2001 et 2004, alors que le programme se met en place et se déploie, il ne prend aucune position publique sur la torture. Il ne le peut pas. Il ne le veut peut-être pas encore. Pendant ce temps, le secret s'épaissit autour du programme. À l'anglais, le dossier détention et interrogatoire porte le sceau top secret. Ceux qui y ont accès signent, jurent, se taisent. Les lois veillent dans l'ombre. Espionnage Act, Intelligence Identities Protection Act, d'autres encore. Les agents savent que s'ils parlent, ils risquent la chute, les poursuites, la prison. Pour chaque mot dit, on exige une autorisation. Le Publication Review Board laboure les manuscrits, raye les phrases, efface les noms. Le silence officiel devient aussi solide que le béton des centres secrets. En public, l'administration Bush esquive. Elle parle de méthodes d'interrogatoire robustes. Elle nie la torture, sans toujours définir ce qu'elle refuse de nommer. Jusqu'en 2004, 2005, aucun aveu clair, aucune reconnaissance du programme de détention secrète. Les avions continuent de voler la nuit. Les détenus continuent de disparaître. Les mémos restent enfouis dans les tiroirs fermés, protégés par les mots « classified ». Mais l'ombre ne reste jamais totalement hermétique. En avril 2004, des images surgissent, comme un incendie inattendu. Les photos d'Abu Ghraib, diffusées par CBS et le New Yorker, déferlent sur les écrans. Des prisonniers irakiens nus, humiliés, tenus en laisse, entassés, effrayés. Ce ne sont pas des centres de la CIA, mais une prison militaire. Pourtant, la frontière, dans l'esprit du public, commence à se brouiller. Quelle est la part de dérapage? Quelle est la part de doctrine? Les questions se multiplient. L'Amérique se regarde dans un miroir déformant. L'année suivante, une nouvelle brèche s'ouvre. En novembre 2005, le Washington Post publie un article signé Dana Priest. Elle écrit ce que beaucoup murmurent et que peu osent dire à voix haute. La CIA dispose de prisons secrètes à l'étranger. Black Sites. Elle ne donne pas les pays, mais elle décrit le système. L'Europe de l'Est, d'autres régions encore. Le Conseil de l'Europe enquête. Le nom de Dick Marty se lie à ces révélations. Le Parlement européen suit la piste. La Cour européenne des droits de l'homme, plus tard, dira le droit contre ces ombres. En décembre 2005, au cœur même du Congrès américain, un ancien prisonnier de guerre du Vietnam, le sénateur John McCain, porte une loi que son histoire personnelle rend brûlante. Le Detainee Treatment Act interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants par tout agent du gouvernement américain. Sur le papier, la ligne semble claire. Sur le terrain, elle se heurte à des années de pratiques déjà engagées. Dans l'ombre de la CIA, certains commencent à douter. En 2004, l'inspecteur général de l'agence, John Helgerson, mène une enquête interne sur le programme d'interrogatoire. Il interroge, rassemble,
recoupe. Le rapport qu'il produit, achevé en 2004, restera en grande partie classifié jusqu'en 2009. Mais ce qu'on en aperçoit décrit des abus, des excès, et surtout remet en question l'efficacité même des techniques d'interrogatoire renforcées. La fissure, d'abord invisible, se creuse dans la façade. En novembre 2005, un autre geste marque cette lutte entre lumière et nuit. José Rodriguez, chef du Directorate of Operations, ordonne la destruction de vidéos d'interrogatoire de la CIA. Parmi elles, des enregistrements des séances infligées à Abu Zubaydah et à Abdalrahim al-Nashiri. Les cassettes disparaissent, broyées, effacées. Mais le geste lui-même laisse une trace. En décembre 2007, le public apprend cette destruction. Le Department of Justice ouvre une enquête, confiée au procureur John Durham. Elle n'aboutira jamais à des inculpations. Les bandes sont mortes. Les images restent désormais confinées aux mémoires de ceux qui les ont vues. Entre 2002 et 2007, pendant que le champ judiciaire hésite, le pouvoir exécutif, lui, répète une phrase comme un mantra. Les États-Unis ne torturent pas. George W. Bush et ses responsables la déclinent encore et encore. On admet des interrogatoires durs, mais on repousse le mot « torture » comme s'il était une contamination. Les discours se construisent avec une précision calculée. On dit qu'on protège la nation. On nie qu'on viole la frontière de l'inhumain. Pourtant, une infime reconnaissance finit par surgir. Le 6 septembre 2006, George W. Bush se tient de nouveau devant la nation. Il admet, pour la première fois, l'existence d'un programme de détention de la CIA. Il annonce le transfert de 14 détenus de grande valeur vers Guantanamo. Mais il ne détaille pas ce qui s'est passé avant, dans les salles fermées des Black Sites. Il parle de renseignements cruciaux obtenus. Il ne parle pas d'écrits. Au Congrès, les débats se concentrent sur le Military Commissions Act de 2006. On discute des commissions militaires pour juger les détenus de Guantanamo. On réduit l'accès à l'habeas corpus. On règle la forme, sans encore nommer le fond. Derrière ces joutes parlementaires, le programme de la CIA reste, lui, enserré dans les couches du secret. À l'extérieur, John Kiriakou vit désormais une autre vie. Depuis 2004, il n'est plus un officier en service. Il travaille dans le privé, conseille, observe de plus loin. Mais la tour de l'Anglais demeure en arrière-plan de son existence, comme un phare qu'on a quitté sans pouvoir l'oublier. En 2007, il entame le processus de publication de ses mémoires, qui deviendront The Reluctant Spy. Les journalistes commencent à l'approcher. L'atmosphère a changé. La société américaine est traversée par un débat croissant sur la torture et sur les EIT. Les révélations s'additionnent. Les ONG s'agitent. Les avocats des détenus réclament des preuves. À l'automne 2007, un fil se tend entre John et des reporters. Parmi eux, Brian Ross d'ABC News. Les conversations s'accumulent. Les questions s'affinent. John, longtemps prisonnier de son silence, commence à envisager de dire ce qu'il sait, du moins ce qu'il se juge en droit de dire. Il ne détient pas tous les secrets du programme. Il n'a pas été l'architecte des techniques. Mais il a vu la naissance, de près. Il a participé à la capture de l'un de ces symboles. Et il sait une chose essentielle. La CIA a utilisé le waterboarding. Le 10 décembre 2007, ABC News diffuse l'interview. L'image de John apparaît à l'écran. Il parle calmement, mais chaque mot qu'il prononce tranche dans la nuit du secret. Il confirme explicitement que la CIA a pratiqué le waterboarding sur Abu Zubaydah. Il affirme que cette technique a été utilisée une fois, une session, et qu'elle a permis d'obtenir des informations importantes. Plus tard, les documents officiels contrediront le nombre de séances, mettront en doute l'efficacité. Mais à cet instant, ce qui compte, c'est la brèche qu'il ouvre. Surtout, John prononce un mot que tant d'autres évitent.
Il appelle le waterboarding par son nom moral. Torture. Il ne se cache pas derrière les périphrases. Il explique qu'il a, un temps, soutenu le programme, qu'il l'a vu comme un mal nécessaire, puis qu'il en est venu à le considérer comme une faute, comme une trahison des valeurs qu'il croyait servir. Sur les plateaux de télévision, dans les foyers, ce mot tombe comme un coup de tonnerre. Torture. Non pas dans la bouche d'un adversaire des États-Unis, mais dans celle d'un ancien officier de la CIA. L'interview se répand, reprise par les journaux, par les radios, par les sites du monde entier. Pour la première fois, un ancien agent parle clairement. Il relie Abu Zubaydah, la CIA, le waterboarding et la notion de torture. Le voile se déchire un peu plus. L'administration ne peut plus prétendre que tout cela n'est que rumeur ennemie. À l'anglais, les réactions ne se font pas attendre. Les regards se tournent vers les responsables de la sécurité interne. Au Department of Justice, les procureurs s'activent. L'interview déclenche des enquêtes sur d'éventuelles fuites d'informations classifiées. Qui a parlé à qui? Quels noms ont été donnés? Quels détails ont franchi la barrière du secret? Dans l'agence, certains voient en John un traître. D'autres voient en lui celui qui a osé dire ce que tous savaient mais taisaient. Dans le pays, le débat s'embrase. Les ONG comme l'ACLU, Human Rights Watch, Amnesty International saisissent ces déclarations comme des preuves vivantes. Elles les citent dans leurs rapports, dans leurs plaidoyers. Les juristes en font des références. Sur les plateaux des chaînes d'information, le mot torture se frotte au mot sécurité. On l'oppose à la peur du terrorisme. On se demande jusqu'où un État peut aller pour se protéger sans se renier lui-même. En février 2008, la CIA, poussée par la pression politique, finit par confirmer officiellement que le waterboarding a été utilisé sur 3 détenus, Abu Zubaydah, Khalid Sheikh Mohammed et Abd al-Rahim al-Nashiri. Le directeur de l'agence, Michael Hayden, l'admet devant le Sénat. Ce qui, hier encore, était recouvert par les euphémismes, devient, aux yeux de tous, une réalité factuelle. L'ombre cède un peu de terrain. Mais l'ombre ne disparaît pas. En 2008, l'Amérique entre dans une nouvelle campagne présidentielle. Barack Obama promet, s'il est élu, de tourner la page de la torture et de fermer Guantanamo. Il gagne l'élection en novembre. Le 22 janvier 2009, à peine installé, il signe plusieurs executive orders. Il ordonne la fin des EIT. La CIA devra désormais se conformer au Army Field Manual pour les interrogatoires. Il décrète la fermeture du programme de détention secrète. L'État reconnaît, par ses gestes, qu'il y a eu un programme, qu'il y a eu des méthodes qu'il ne veut plus à Subrayan. La même année, l'administration Obama commence à déclassifier partiellement les mémos de l'OLC rédigés entre 2002 et 2005. Les mots de John Yoo, de Jay Bybee, apparaissent aux yeux du public. On lit noir sur blanc les descriptions des techniques autorisées, les raisonnements juridiques tordus qui les justifient. Ces documents donnent une ossature froide aux révélations de John Kiriakou. Ce qu'il avait décrit comme torture se retrouve dans des listes, dans des tableaux, dans des annexes. L'Amérique lit sa propre descente dans la nuit. Mais si le programme recule, la machine judiciaire, elle, se resserre autour de John. À partir de 2008-2009, le Department of Justice enquête sur plusieurs fuites liées au programme de la CIA. Les procureurs suivent la trace des communications entre agents, journalistes, avocats. Parmi les noms qui reviennent, celui de Kiriakou occupe bientôt le devant. Le 23 janvier 2012,
la nouvelle tombe. Le DOJ inculpe officiellement John Kiriakou. Non pour avoir prononcé le mot torture. Non pour avoir dénoncé publiquement le waterboarding. Mais pour avoir divulgué des informations classifiées, notamment l'identité d'un agent de la CIA sous couverture et celle d'un contractant impliqué dans les interrogatoires. L'Espionnage Act sert de glaive. Une autre loi, l'Intelligence Identities Protection Act, entre en scène. On l'accuse aussi d'avoir menti au FBI. Les actes reprochés n'ont, sur le papier, rien à voir avec une prise de position morale. Ils concernent des noms transmis à des journalistes, des détails repris dans des documents de la défense de détenus de Guantanamo. Pourtant, dans l'opinion, le lien est évident. John est l'homme qui a brisé le silence sur la torture de la CIA. C'est lui que l'on poursuit. Les ONG, les défenseurs des lanceurs d'alerte, prennent position. Ils le présentent comme un homme puni pour avoir dit la vérité sur un programme que l'État ne veut pas affronter pleinement. Le gouvernement, de son côté, se défend. Le DOJ affirme que les poursuites ne visent pas une opinion, mais la protection d'informations sensibles. Il nie toute vengeance politique. Mais dans les journaux, New York Times, Washington Post, The Guardian et d'autres, un contraste revient sans cesse. Alors que ceux qui ont conçu, ordonné ou appliqué la torture échappent à toute inculpation, c'est celui qui a parlé qui se retrouve devant le tribunal. La tension s'aiguise. D'un côté, la raison d'État invoque le secret comme un rempart indispensable. De l'autre, des voix affirment que la démocratie ne peut survivre si ceux qui dévoilent les abus sont les seuls à être châtiés. John Kiriakou, modestement né à Sharon, Pennsylvanie, devenu officier, puis renégat aux yeux de certains, lanceur d'alerte pour d'autres, se tient désormais au carrefour de ses forces. Son histoire, de simple trajectoire individuelle, se mue en miroir de la lutte entre puissance et conscience.